Les séismes se produisent quand une faille tectonique glisse, mais ce glissement il ne se produit pas sur toute la faille en même temps, il démarre en un point qu'on appelle l'hypocentre, et après ce glissement s'étale sur la faille. Et la vitesse à laquelle le glissement s'étale, c'est ce qu'on appelle la vitesse de rupture du séisme. C'est un paramètre très important parce que plus cette vitesse est rapide, et plus les ondes sismiques qui sont rayonnées par le séisme sont fortes, donc plus de dégâts, plus d'impact ça cause. Donc, dans la Terre se propagent deux ondes sismiques principalement. L'onde la plus rapide, c'est ce qu'on appelle l'onde P, et une deuxième onde un peu plus lente qu'on appelle l'onde S. La vitesse de rupture, en général, elle est plus lente que la vitesse des ondes S. 80% à plus lent que la vitesse S. Parfois, il y a des séismes qui sont très rapides, qui approchent la vitesse des ondes P. Et entre l'onde S et l'onde P, il y a une fenêtre de vitesse qui, jusqu'à maintenant, on pensait être interdite. Dans ce domaine de vitesse intermédiaire, les modèles que nous avions construits jusqu'à maintenant prédisait qu'un séisme ne pouvait pas se propager à ces vitesses-là de façon stable et soutenue. C'est ça qu'on appelle une vitesse interdite. Et il y avait quelques limitations dans ces modèles. Un est que c'était des modèles de 2 dimensions, alors que la Terre est un objet 3D. Et une autre limitation est que les failles ne sont pas toutes à glissement horizontal ou à glissement vertical. En général, elles ont du glissement qui est oblique. Quand on combine ces deux ingrédients, on arrive à expliquer, et c'est ce qu'on a fait dans cet article, que ces vitesses interdites en fait ne le sont pas. Donc en ce moment, nous avons 2 modèles, celui que nous avons publié récemment et un modèle qu'on avait publié l'année dernière, dans lequel on arrivait à expliquer la vitesse de rupture d'un séisme en faisant l'hypothèse qu'il y avait de la roche fracturée autour de la faille, qui est quelque chose de commun, mais pour lequel on n'a pas suffisamment d'informations. Les ingrédients du modèle présent sont beaucoup plus simples. Juste l'obliquité, quelque chose qu'on arrive à mesurer très bien. Et le deuxième, c'est la profondeur, l'étalement en profondeur du séisme, qui est aussi une donnée qui est existante pour beaucoup de séismes. Donc on arrive à valider le nouveau modèle, alors que le modèle précédent, il manquerait encore de l'information pour pouvoir le valider. Pour pouvoir valider le modèle précédent, il faudrait qu'on fasse de l'imagerie sur une quantité énorme, de l'imagerie sismique, sur une quantité énorme de failles. Et ça, c'est un effort qui avance très lentement. Donc la recherche que nous faisons dans mon équipe s'appuie lourdement sur l'accès aux grands calculateurs scientifiques. On commence toujours par simplifier le problème au maximum pour arriver à faire les choses sur place, mais à un moment arrive cet instant où on ne peut plus. Et il faut aller vers les grands calculateurs, et c'est excellent, une facilité de les avoir vraiment à portée de main. Donc nous sommes appuyés sur le calculateur de l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui fait partie de Opal, qui est une plateforme nouvelle qui intègre tous les calculateurs de la région. Donc une grande partie de la prévention contre les séismes, c'est d'arriver à évaluer quel serait l'impact d'un séisme futur. Et donc ce calcul d'ALEA, il est plein d'empirisme actuellement. Et il y a de grandes opportunités pour mettre un peu plus de physique dans cette pratique de l'évaluation du risque. Et c'est ce que des modèles comme celui qu'on propose vont fournir. C'est des éléments théoriques validés avec des observations qui peuvent enrichir la façon dont on fait l'évaluation du risque.